justement intitulé « Tester un produit, une affaire de sens » organisée par API Communication pour Aqualéa. Comment savoir si un produit va plaire aux consommateurs? Comment choisir la bonne cible pour le lancer? L'analyse sensorielle est un outil qui a prouvé son efficacité dans ce domaine. Mettre en évidence les différences d'appréciation entre les produits, bien analyser le marché concerné. 3 experts ont accepté de participer à ces échanges durant une quarantaine de minutes. Je précise que vous pouvez également poser vos questions à tout moment sur l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons soit en temps réel, soit à la fin de cette discussion. Je précise, c'est bien l'onglet « Questions » et non l'onglet « Chat ». Un sondage également a été mis en ligne si vous souhaitez y participer. On commence à vous présenter bien sûr nos 3 intervenantes et intervenants, en commençant par Alice Leblanc. Bonjour, directrice du pôle études sensorielles chez Aqualéa, spécialiste notamment des études sensorielles depuis près de 30 ans, une entreprise basée à Vitré en Ille-et-Vilaine. Justement, Alice, quel sens avez-vous l'impression d'utiliser le plus au quotidien? Eh bien, bonjour à tous. Je dirais que la vue est probablement mon sens prépondérant, comme beaucoup de personnes. Elle nous permet facilement de percevoir l'environnement. Alice Leblanc, on va passer à Willy Mention, président de Monadia, opérateur de récompenses. Votre ambition est de donner la parole aux consommateurs depuis près de 20 ans. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Même question, vous avez l'impression d'avoir, vous, un sens préféré? Oui, bonjour à tout le monde, très heureux d'être avec vous. Moi, j'ai envie de vous dire pratiquement sans hésiter la vue. Parce que j'aime la contemplation, j'aime prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de moi et un beau paysage, une bonne ligne d'horizon ou autre. Et même si, j'ai créé les saveurs de l'année, commencer à regarder un plat, pour moi c'est déjà le savourer. Et ensuite, on va aller sur le goût, sur l'odorat. Mais pour moi, la vue est un sens primordial. Vous, je crois en plus que la question des sens a été mobilisée depuis votre plus jeune âge. C'est même quelque chose de familial. Oui, c'est vrai que j'avais une mère restauratrice, une grand-mère épicière, une autre paysanne. J'ai également, moi, été restaurateur et j'ai toujours été à la découverte de nouvelles expériences gustatives. Parce que j'ai été élevé dans ce restaurant familial, j'ai aussi tenu une épicerie fine et mon plaisir, ça a toujours été de trouver et de proposer des produits surprenants pour nos papilles. Et j'ai vraiment eu une obsession, par exemple quand je bois du vin, c'est de retrouver les saveurs, les arômes qui se cachent dans un verre de vin, que ce soit des notes fruitées, des notes animales, des notes végétales. Et pour l'anecdote, maintenant, il y a 10 ans, j'étais capable de faire 300 bornes simplement pour aller chercher une bouteille d'huile d'olive. Maintenant, je suis devenu un garçon beaucoup plus raisonnable, qui fait attention à son empreinte carbone. Donc, je ne fais plus ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette passion des bons produits, du goût qui est bien ancré en moi, quoi. Merci beaucoup. Oui, alors vous, Gabriel, en vous reposant cette question, quel sens vous utilisez le plus quotidiennement, ou en tout cas quel sens vous avez l'impression d'utiliser le plus et pourquoi? Effectivement, la vue, c'est le sens primordial pour la perception chez l'espèce humaine. Dans la hiérarchie des sens, c'est notre sens numéro 1. C'est celui qu'on utilise le plus pour prendre des décisions, pour interagir avec le monde. Mais reste qu'en fonction des éléments avec lesquels on interagisse, en particulier on vient de parler de nourriture, de dégustation, d'objets alimentaires, là, la hiérarchie des sens se rebouleverse. Et justement, c'est ça d'interagir avec plein d'objets différents, c'est de voir qu'à chaque objet avec lequel on interagit, potentiellement, la hiérarchie des sens se bouleverse et on modifie un petit peu les sens qu'on utilise. Donc ça, c'est aussi pourquoi on aime manger, on aime déguster et on aime observer avec nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche et notre sens du toucher. Est-ce qu'on arrive toujours à mobiliser ces 5 sens? On les mobilise toujours, mais par contre, le cerveau oriente un peu la perception et choisit parfois d'amplifier certains sens plutôt que d'autres. Je dirais, pour donner un exemple très concret, par exemple, dans notre cortex cérébral, donc la partie qui s'est très développée dans notre cerveau, quand on regarde une image, on a environ 15% de notre cortex cérébral qui s'allume, alors que quand on sent une odeur ou quand on goûte une saveur, par exemple, on a seulement 1% de notre cortex qui s'allume. Ça vous montre déjà juste que le cerveau, il est prédéterminé, précablé dans notre espèce pour amplifier un sens plutôt qu'un autre. Et après, dans cette prédétermination qu'il y a des ordres de priorité.
Et quand il y a un conflit, par exemple, entre un sens, une odeur, par exemple, et une image, par exemple, ben, le cerveau va avoir tendance à parier plus sur l'image que sur l'odeur. Donc, il y a cette histoire d'interaction entre les sens qui peuvent s'influencer les uns les autres, avec parfois des ordres de priorité, des ordres de pondération, on va dire, qui fait que dans la représentation globale du monde, les sens ne sont pas tous égaux et il y a des sens qui sont plus dominants que d'autres dans la représentation. J'enchaîne avec vous, Alice Leblanc. Vous avez travaillé dans l'industrie chez L'Oréal après avoir fait un master d'analyse sensorielle. Et ça consiste en quoi, concrètement, une étude sensorielle? Eh bien, une étude sensorielle, c'est le principe d'évaluer un produit au sens très très large du terme avec les sens, donc par des experts sensoriels ou par des consommateurs représentatifs de la population. Donc, de la même manière qu'on ferait des mesures chimiques ou physiques avec des outils ou avec des machines, là, on utilise l'être humain comme instrument de mesure des perceptions sensorielles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir interroger… on utilise d'ailleurs le mot étude, pardon Alice, on utilise le Oui. mot étude parce qu'il y a justement un côté scientifique à tout ça. Hein. C'est pas juste au doigt levé que l'on fait une étude sensorielle. Oui, tout à fait. C'est vraiment scientifique. Si tout le monde peut le faire à son échelle personnelle, si on a souvent entendu parler de spécialistes dans le domaine de la parfumerie ou de l'œnologie notamment, c'est la version la plus connue du domaine d'activité sensorielle. Il existe vraiment des bonnes pratiques, des normes scientifiques qui permettent de s'affranchir de certains biais pour faire ça de la façon la plus rigoureuse possible. Vous, Willy Mention, vous avez voulu justement utiliser cette analyse sensorielle et les goûts des consommateurs pour lancer également vos récompenses. Ce label saveur de l'année, vous en avez parlé. L'intérêt pour les saveurs se développait à ce moment-là? Écoutez, moi j'ai créé les saveurs de l'année en 98 et en fait, pour remettre un peu dans le contexte, c'était la grande époque de Jean-Pierre Coff qui était un chroniqueur gastro et vraiment lui il tirait à boulet rouge sur l'industrie agroalimentaire et moi j'avais envie de prendre le contre-pied de tout ce que disait ce journaliste et je me disais que c'était plutôt intéressant d'essayer de trouver et de mettre en avant les marques qui faisaient un bon boulot et du coup j'ai cherché parce qu'une fois qu'on s'est dit ça on va essayer de trouver les marques qui bossent bien, ok, mais comment? Et c'est je pense à peu près l'époque où l'analyse sensorielle est arrivée. Enfin, en tout cas, on était encore au début. Et du coup, j'avais trouvé la solution à mon problème, c'est-à-dire donner la parole aux consommateurs, parce qu'évidemment, donner la parole aux journalistes, aux experts, c'était déjà fait via les signes d'État comme les labels officiels ou d'autres récompenses comme le concours général agricole. Moi, je voulais vraiment redonner la parole aux consommateurs, parce que ce sont eux qui consomment les produits. Et j'avais besoin d'un outil crédible, légitime pour le faire. Et est arrivé, donc j'ai trouvé l'analyse sensorielle. Gabriel Lépouzé, les tests d'analyse sensorielle, elles se développent depuis quand? Est-ce que c'est quelque chose de récent ou pas du tout? Alors, si on regarde dans l'histoire, on a dégusté depuis très longtemps pour pouvoir analyser les propriétés organoleptiques d'un aliment. J'ai envie de dire, les premières d'utilisation, c'est ce qu'on pourrait appeler des tests d'analyse, c'est que ça remonte vraiment à plusieurs siècles en arrière, au moment où on commençait à utiliser la dégustation pour la répression des fraudes, pour savoir si un produit est bien de telle ou telle origine. Mais là où on voit un vrai avènement de l'analyse sensorielle, c'est plutôt à partir des années 50, où là, l'industrie agroalimentaire et le marketing vont commencer à utiliser ces informations-là pour pouvoir mieux calibrer et orienter les produits pour l'adapter aux fonctions du marché et aux fonctions des consommateurs. On va commencer à présenter, si vous voulez bien, avec vous, Alice Leblanc, les différents types de tests qui peuvent exister et parler d'abord des tests hédoniques. Un test consommateur visant à évaluer justement, à mesurer le plaisir, la satisfaction éprouvée à la vue ou à la consommation justement d'un produit. Comment se fait la sélection d'un panel de testeurs? Alors, l'objectif, c'est que le panel soit représentatif de la cible consommateur du produit testé. Les consommateurs actuels du produit ou les futurs consommateurs du produit en fonction de la problématique du client. Donc, il y a une répartition d'hommes, de femmes, de catégories d'âge, de catégories socio-professionnelles et on va chercher à s'assurer que les personnes, selon la problématique client, consomment le produit ou soient volontaires pour tester de nouveaux produits.
Donc, de la même façon qu'en politique, on va sélectionner un panel de personnes pour faire un sondage représentatif des opinions, là, c'est un petit peu la même idée, c'est d'aller sélectionner un panel qui soit représentatif des consommateurs du produit ou du service. Un panel de combien de personnes pour que ce soit justement concluant? Alors, on fait rarement moins de 60 personnes. Souvent, on peut faire des tests sur 100, 200 personnes. Je dirais qu'il n'y a pas de limite supérieure. Plus on va avoir de consommateurs, plus on va avoir de données, plus on va pouvoir faire des analyses statistiques fiables. Et Gabriel Lépousé, j'ai pas entendu votre première réponse malheureusement, mais en préparation de l'interview, vous me disiez que la vue a un impact très important, utilise plus de cortex cérébral. Comment on fait pour équilibrer justement l'impact de la vue lors de ces tests, lors de ces études sensorielles? Dans cet exercice-là, essayer de biaiser les sens les uns par rapport aux autres, je pense que c'est important de comprendre la nature d'un produit, comment il se déguste naturellement, comment il se déguste dans son contexte aussi de vente et d'achat, qui sont des contextes différents, où par exemple les informations visuelles ne sont pas les mêmes, et de voir aussi comment il se déguste à la maison, en famille, entre amis, etc. Donc l'idée, c'est de voir aussi que l'utilisation de nos sens n'est pas forcément la même et que le contexte autour de la dégustation va extrêmement influencer le goût du produit. Willy Mention, que permettent concrètement ces tests qu'on appelle à l'aveugle, justement, où on essaie que justement la marque ne soit pas visible, évidemment. Est-ce que ça permet de créer une sorte d'égalité aussi entre les différents producteurs? Est-ce que vous diriez ça? Oui, on pourrait dire la neutralité, en fait. Ça permet de donner un jugement sans être influencé par la notoriété d'une marque, par sa puissance de communication. Et nous, en tout cas, dans toutes les récompenses qu'on organise, ça fait vraiment partie du succès. Et la particularité, d'ailleurs, de nos palmarès, c'est d'avoir des marques mondiales, mais aussi d'avoir des PME, d'avoir des marques naissantes, d'avoir des startups, puisqu'il y a un moment, c'est un instant de vérité entre le produit et le consommateur, puisque, si vous me permettez l'expression, le produit, il est à poil, quoi, en fait. Donc, c'est le produit et le consommateur et point barre. Tout le reste, ça a été esquivé, quoi, en fait. Il doit y avoir malgré tout une habitude de consommation, je crois, Gabriel Lépousé. On ne fait pas tester des produits que des consommateurs soit n'ont pas l'habitude d'utiliser, soit n'aiment pas. Ça fait partie aussi des critères pour ces testeurs-là. Ouais, je pense que dans le choix et la construction d'un panel, justement, c'est comme dans un panel de sondage. J'aimais bien la métaphore d'Alice qui disait que comme dans un sondage, on va essayer d'avoir des gens qui sont représentatifs, mais si c'est des gens qui ne consomment pas le produit, par exemple, ou qui ne correspondent pas à la frange de consommation, on va pas forcément l'utiliser. Donc, c'est vrai que c'est important de personnaliser et de choisir son panel en fonction du produit que je vais utiliser. Mais penser aussi pas seulement au type de produit, à la saisonnalité, au contexte dans lequel je vais le prendre, au pays. Tout ça nous met en avant un principe simple, c'est qu'on a des goûts qui peuvent être extrêmement différents. Ces goûts peuvent être différents à cause de notre génétique, qui fait qu'on ne voit pas la même chose de la même manière, mais aussi beaucoup de notre culture. Et dans la culture, j'inclus la culture dans laquelle on vit, mais aussi toute notre expérience, notre vécu, qui fait que moi, je vais probablement pas goûter la même chose que vous, Adrien, ou que Alice, ou que Willy. Et devant le même produit, même si on partage la même bouteille de vin, le même biscuit par exemple, on va pas avoir le même ressenti, ni les mêmes mots pour le décrire. Et c'est là où le panel devient intéressant pour essayer de donner du sens à cette diversité. Alice Leblanc, on parlait de ces tests hédoniques. Pour quel type de test vous préconisez plutôt qu'ils soient faits à domicile et pas ce qu'on appelle en box, directement au laboratoire? Alors, assez facilement, on identifie des produits qui sont compliqués à tester dans nos locaux. Je pense notamment à tout ce qui est produits d'hygiène, produits cosmétiques, produits ménagers, les aliments pour bébés aussi. Tout ça, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais même sur des produits alimentaires qui pourraient être testés dans nos locaux, on peut privilégier de les tester à domicile quand on veut qu'ils soient testés dans un cadre de consommation favorable. Un produit qu'on veut tester dans le cadre du repas familial. Un produit qu'on veut tester dans le cadre d'un moment de partage convivial, type un apéritif entre amis. Donc, de plus en plus, les tests à domicile s'appliquent pour la totalité ou la quasi-totalité des produits de grande consommation. Et ça se passe comment? Comment vous savez, par exemple, qu'ils sont bien effectués? Est-ce qu'il y a des manières de vérifier ça? Alors, il y a des manières de vérifier ça, bien sûr. On a des testeurs qui font partie de notre base panel. On peut demander des photos des produits, du moment de consommation. En pratique, on se rend compte que dans le cadre des études à domicile,
les testeurs ont plus le temps de tester les produits, de mettre des commentaires pour aider la reformulation des produits. On a des résultats plus riches à domicile. Donc, on sait qu'ils sont bien testés. Ce qui est difficile à maîtriser, c'est la manière dont les produits sont remis en œuvre. Je pense notamment quand il y a de la cuisson, du réchauffage. Mais c'est aussi la vraie vie. Dans la réalité, quand les consommateurs achèteront un produit, ils respecteront pas forcément complètement les consignes de l'emballage. Ils n'auront pas tous le même matériel à disposition à la maison. Donc, on est un peu moins dans le contrôle que les tests dans nos locaux et un peu plus dans les conditions de la vraie vie. Ces testeurs, ils sont rémunérés, ils ont une compensation justement pour ces tests-là? Alors, ils ont une indemnité pour participer au test qui se fait par virement bancaire pour s'être déplacés voilà, au laboratoire. D'autres centres d'études sensorielles vont fonctionner avec des bons d'achat. Gabriel Lépousé, je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur ce côté, on n'a pas tous les mêmes récepteurs olfactifs, ça dépend aussi de la culture, vous le disiez, de la génétique, donc tous les goûts sont dans la nature, hein, c'est une expression qui est bien connue. Est-ce que malgré tout, l'analyse sensorielle, ça a un sens justement? C'est une question presque philosophique, hein, on est en pleine période de baccalauréat, mais est-ce que on peut se dire avec cette variabilité qu'on peut malgré tout arriver à une certaine vérité? C'est presque de la provocation, là. Non, mais c'est la première chose, l'analyse sensorielle, elle va être là pour mettre en évidence cette variabilité. Je pense que c'est aussi ça, c'est de prendre à corps le problème, de prendre cette notion de variabilité et de comprendre son origine un petit peu et de voir comment elle peut rentrer en adéquation avec un produit. Pourquoi telle personne préfère tel produit et pas un autre? Pourquoi dans tel contexte je vais l'apprécier et pas à un autre moment? Je peux faire un test sensoriel d'aptitude à déguster un saucisson, mais si au petit-déj, c'est pas mon habitude de manger quelque chose de salé, ben, le test sensoriel va pas forcément fonctionner. Donc là, vraiment, le but du jeu, c'est vraiment de comprendre tous les paramètres qui peuvent être définis là-dedans et à la fin, de voir aussi comment je peux créer un cadre d'appréciation de ce produit et l'optimiser pour que le consommateur final apprécie les choses de la meilleure manière possible. Et dans ce cadre-là, le cadre peut être, comme disait Willy, ça peut être aussi des notions de notoriété, des notions de prix. Est-ce que si j'ai choisi le bon prix pour tel produit? La notion de prix, elle est importante pour le cerveau. L'information de prix, c'est une information numérique que le cerveau utilise pour anticiper le niveau de qualité d'un produit, par exemple. En fonction du prix que je choisis, je suis déjà en train de me projeter dans la qualité à venir. Et donc c'est une vraie question. Oublions pas non plus que dans un test sensoriel, on va peut-être mesurer non seulement si un produit est plaisant ou pas, si je l'aime ou si je l'aime pas, mais on va aussi tester si je suis prêt à le désirer, si je suis prêt à payer pour ce produit-là. Et entre aimer un produit et le désirer, c'est pas tout à fait la même notion, et pour le cerveau, c'est deux circuits qui sont légèrement différents. D'ailleurs, nous sur nos tests, sur nos tests, par exemple, nous on demande à mettre des produits supports pour remettre le produit dans son contexte de dégustation. Vous voyez, si je prends par exemple une mozza, on va le faire déguster avec une tomate pour que le consommateur ne soit pas déconcerté par rapport à la dégustation d'une mozzarella qui serait hors contexte en fait. Ça fait sens. Oui, Mention, je reste avec vous justement. Vous avez découvert comment cette entreprise, ces laboratoires Aqualéa? Je crois que c'était il y a 20 ans. Oui, c'est vrai qu'on en fait, nous, on cherchait tout simplement des laboratoires sensoriels. Donc, on a fait un appel d'offres. On cherchait des laboratoires de confiance. Et il y en a pas non plus des milliers des cents, des labos. Hein. Et ce qui nous a rassuré sur Aqualéa, c'est évidemment que le laboratoire soit accrédité COFRAC. Alors, aujourd'hui, évidemment, maintenant, c'est un laboratoire qui a, on peut me rectifier, mais je crois que c'est 25-30 ans d'expérience. Donc, du coup, ça devient vraiment un vrai partenaire de confiance. Donc, au début, évidemment, je crois qu'Aqualéa a commencé un peu comme nous. Donc, on s'est fait confiance. Mais il y a aussi ce qui est important, c'est d'avoir un spectre large d'intervention. C'est ce que fait Aqualéa et ils sont pas nombreux à faire ça sur le marché, et aussi avoir un large panel de consommateurs. C'est extrêmement important quand on a beaucoup de produits à faire tester avec des cibles extrêmement différentes. C'est d'avoir un laboratoire qui puisse répondre à toutes ces problématiques.
Justement, Alice Leblanc, imaginez, je suis une entreprise, je viens vous voir, j'ai besoin effectivement de tester mon produit. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de quoi pour cette commande? Quel va être le cahier des charges que je vais vous donner? Alors, je dirais qu'on a deux grands cas de figure. Celui des clients qui connaissent l'analyse sensorielle et qui arrivent avec une demande relativement précise et nous faisons en sorte de nous adapter à la demande du client. Et puis le cas des clients qui connaissent moins l'analyse sensorielle et l'élément majeur dont on a besoin, c'est de comprendre la problématique. Elles peuvent être très variées, ces problématiques clients, par rapport à la reformulation d'un produit qui est déjà existant avec un changement de process, l'évolution d'un produit pour aller contre-typer des références nationales, ça peut être des choses comme ça. Donc, une fois qu'on a bien compris la problématique client, on travaille avec le client, il y a une co-construction pour définir le panel de testeurs, les caractéristiques des testeurs qu'on va aller interroger, les protocoles de présentation, de remise en œuvre des produits, les questions à poser, et puis on a notre savoir-faire sur les analyses statistiques, l'analyse des données pour rédiger une compréhension et des axes de reformulation au besoin. Je reste avec vous, Alice. On va rebondir sur une des questions imposées justement sur l'onglet questions. Je rappelle en bas de votre écran, n'hésitez pas si vous avez des interrogations, une question de Thilenung Nguyen de Roche. Si on ne peut pas avoir un panel de 60 testeurs, mais une dizaine seulement, comment extrapoler les résultats? Avec une dizaine, on peut avoir une étude sensorielle qui véritablement donne des précisions importantes? Alors, toutes les données sont intéressantes à prendre. Évidemment, moins on aura de données, plus il va falloir avoir de recul par rapport à ces données. On ne va pas aller poser les mêmes questions, interroger les consommateurs de la même manière selon qu'on en a 10 ou qu'on en a 1000. Donc, on peut s'adapter, on peut aller chercher des choses plus qualitatives, de l'observation, aller chercher de l'émotion, de l'imaginaire, plus qu'une validation réelle d'un produit avec un panel de 10 consommateurs. Willy Mention, on pense beaucoup à l'agroalimentaire quand on parle d'études sensorielles, mais vous avez développé, vous, des récompenses dans d'autres domaines, pas que l'agroalimentaire, justement. C'est ça aussi, les analyses sensorielles, ça ne doit pas être limité justement à l'alimentation, c'est ce que vous pensez aussi? Non, parce que dans sensoriel, il y a le mot sens et du coup, c'est pas réservé à l'alimentation. Nous, par exemple, on a une récompense depuis 25 ans aussi sur la cosmétique. Et évidemment, quand j'applique une crème sur le visage ou sur le corps, ça me procure des sensations. Pour reprendre le terme d'Alice que j'ai beaucoup aimé, ça me procure peut-être une émotion. Et ça marche bien sur la partie cosméto. Alors, la différence, c'est qu'on va le faire à la maison. Ma pizza, ça va me prendre une demi-heure dans un box dans le laboratoire. Là, en revanche, on est sur des tests plus longs. Nous, on voit sur la cosmétique, des fois, le test peut durer 2 mois, voire même 3 mois. Donc là, il y a un vrai suivi du laboratoire. Ensuite, on a aussi une récompense sur la jeune enfance, la toute petite enfance. Et là, on va aussi pouvoir tester des produits liés à l'hygiène, comme les couches, comme les lingettes ou autres. Et là, en revanche, là intervient du coup le côté cible encore plus pointu du panel, parce que là, on va aller chercher des jeunes parents qui ont des enfants entre 0, dès la naissance jusqu'à 3 ans. On fait aussi l'entretien aussi, par exemple. Donc là, où on est aussi sur des tests à domicile. Et on a également une récompense sur les animaux de compagnie. Donc là, là, pareil, ça va se faire à la maison, mais le questionnaire va totalement être modifié. On va pas du tout utiliser le même critère, même si le critère principal, en règle générale, c'est la satisfaction globale. Et après, là où ça va se jouer, c'est sur les sous-critères, en fait. Parce qu'évidemment, c'est pas du tout la même chose entre un produit alimentaire, un produit lié à la cosméto ou un produit lié au pet food, par exemple. Mais Gabriel, en fait, vous épousez justement, pardon, excusez-moi, allez-y, Willy. Non, j'ai envie de dire que j'ai un peu le sentiment qu'on peut faire de l'analyse sensorielle sur tout type de produit, quoi, en fait. Gabriel l'épousait justement, ces industriels, est-ce qu'ils s'intéressent à vos recherches? On parlait tout à l'heure de l'émotion produite par la consommation d'un produit. Est-ce que ça intéresse les industriels? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Pas du tout. Non, moi, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier. Je pense que justement, le domaine de l'analyse sensorielle, au début, a eu beaucoup de fondements scientifiques et malheureusement, maintenant, toute la technique est mise en place. Elle fonctionne bien.
Alors que la science, en particulier les neurosciences, c'est un domaine où les connaissances explosent à toute vitesse. Il y a plein de récepteurs qu'on découvre, par exemple, sur la langue. On découvre des nouveaux récepteurs dans des nouveaux capteurs. Il y a peut-être pas 5 saveurs, mais peut-être une 6e saveur, par exemple, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait peut-être que nous, chercheurs, on mette plus en offrant à disposition du grand public, y compris les industriels, par exemple. Parce que ces connaissances-là, elles peuvent orienter et définir expliquer des choix, expliquer des mécanismes qu'on arrive à mesurer parfois par analyse sensorielle, mais dont on n'arrive pas à expliquer la règle. Et je prends un exemple particulier, c'est que il y a parfois des connaissances qu'on a bien en sciences qui ne se retraduisent pas dans le langage courant. On a 5 saveurs: sucré, salé, acide, amer, umami. Voilà une saveur qui est très mystérieuse. En France, en Europe, dans les pays occidentaux, c'est une saveur qui est incompréhensible. Les personnes la confondent avec du salé, un peu de sucré. Pourtant, dans d'autres cultures, c'est quelque chose qui est bien défini. Et pourtant, il y a un récepteur qui est bien exprimé, il y a un gène qui est exprimé là-dessus, qui est bien positionné au niveau de votre langue. Et malgré ça, c'est une saveur qui reste mystérieuse pour le consommateur. Et là, peut-être que la science, en même temps que les personnes qui sont animées par l'analyse sensorielle, devraient donner des éléments pour pédagogiquement que les personnes améliorent peut-être un petit peu leur sens gustatif, par exemple, en l'occurrence, pour pouvoir mieux diagnostiquer les choses. Et derrière ça se cache aussi un point important, c'est la notion de calibration. Quand je dois analyser un produit en analyse sensorielle, c'est important que mon panel se calibre pour être sûr que tout le monde pense à la même chose quand je goûte un objet. Si moi je goûte un objet umami, mais qu'un japonais goûte un objet umami, on doit être sûr que ça soit le même sens qui soit mobilisé, que ça soit la même référence commune dans ma tête. Et ça, c'est aussi une difficulté importante, la calibration des dégustateurs pour les produits, pour être sûr qu'on regarde la même chose de la même manière. Ces dégustateurs, Alice Leblanc, ils sont également utilisés pour ce qu'on appelle des tests de panels qualifiés multiproduits. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce que là aussi, ce sont des testeurs peut-être un peu plus experts qui sont utilisés ou pas du tout? Tout à fait. Je pense que c'est ce à quoi Gabriel faisait référence à l'instant. Des personnes qui sont entraînées à tester les produits et à évaluer les caractéristiques sensorielles des produits. Donc, ils sont calibrés pour évaluer l'intensité de leur perception sensorielle. Donc, chez Aqualéa, nous avons plusieurs panels qui viennent en site 2 fois par semaine, tout au long de l'année, depuis plusieurs années, pour tester et évaluer des produits de manière précise pour pouvoir aider dans la formulation des produits. On va parler aussi d'une autre proposition d'études sensorielles qu'Aqualéa souhaite d'ailleurs développer. Il s'agit du Focus Group lancé en 2020. Alors, ce sont des groupes de 8, 10, 12 personnes dans une même pièce. L'idée étant de favoriser les échanges justement entre les personnes. Alors ça, c'est pour répondre à quelle problématique, à quelle thématique? Alors, là où les tests quantitatifs répondent plutôt à des questions fermées, le focus group, il va permettre de creuser le pourquoi des comportements, des opinions pour obtenir des insights consommateurs. L'idée, ça va être de creuser en profondeur des problématiques telles que l'évolution des habitudes de consommation, les images de marque, recueillir les expériences utilisateurs face à un nouveau concept, un nouveau produit, par exemple. Ça permet c'est particulièrement intéressant aussi, je crois, pour les produits innovants, les nouveaux produits. Tout à fait. C'est particulièrement intéressant quand on est en avance de phase pour un produit innovant pendant le process de conception. Là où le test hédonique interviendra plus souvent en fin de process pour la validation. Mais c'est pas intéressant uniquement pour les produits innovants. Ça permet d'aborder une diversité de domaines assez large qui peut être intéressant pour tous les produits, pour orienter, pour de la publicité, de noms de produits. Voilà. Donc, ça peut vraiment s'appliquer à tout type de produit. Willy Mention, alors vous êtes davantage sur des tests quantitatifs aujourd'hui, mais ce focus group, là, vous pensez que ça peut être justement un bon outil pour lancer un produit, pour se lancer sur un marché, justement? Oui, je pense, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon cœur d'activité. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Alice. Je suis assez d'accord. Nous, on va tester un produit qui existe déjà. Le focus group, je pense que on est plus sur une projection, en fait, et effectivement, essayer de comprendre comment le produit va être perçu, comment il va être compris. Alors que nous, on arrive après sur une autre étape, c'est se dire est-ce qu'en fait on a réussi le défi de faire un produit qui correspond aux attentes des consommateurs. Dans un cas, on va chercher, et de l'autre côté, on essaie d'avoir une confirmation, en fait.
Alice, ça se passe comment? C'est un genre de brainstorming, il y a des post-it partout, on essaye de créer des champs lexicaux. Comment ça marche pendant ces 2 heures, 2 heures et demie? Alors, il y a plusieurs techniques d'animation. Globalement, toutes les techniques d'animation qui permettent d'encourager la participation et la créativité en maintenant une discussion productive. Donc, à titre personnel, j'aime les techniques spontanées où c'est plutôt l'animateur qui écrit lui-même sur un paperboard. Ça va plus vite, ça crée l'émulation entre les participants, ça fuse d'idées. J'aime aussi quand il y a des interrogations plus poussées sur l'histoire personnelle ou l'imaginaire. Il en ressort quoi pour la marque? Ça se traduit comment? Il y a un rapport, ils peuvent aussi voir peut-être les échanges entre les différents testeurs? Tout à fait. Alors, les clients peuvent participer à la discussion, en tout cas assister, observer la discussion en étant à l'écart dans une pièce derrière une vitre sans teint, comme les détectives dans les films policiers, c'est exactement pareil. Et il en ressort l'enregistrement de la discussion et une analyse des informations qualitatives, des verbatims sur l'imaginaire, sur les émotions que procure le service ou la marque, ce qui aide à la prise de décision pour le développement des produits, pour les stratégies marketing. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions en bas à droite. On les prendra bien sûr en compte, soit dans la discussion, soit à la fin de cette discussion avec nos intervenants. Gabriel Lépouzé, on a parlé de ces études sensorielles, un enjeu évidemment pour des marques. Vous m'expliquiez aussi qu'il fallait avoir une cohérence entre le goût et le packaging, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point-là? On l'a précisé un petit peu. Quand on déguste un produit, souvent on le déguste d'abord avec les yeux. Et ensuite, peut-être qu'il va rentrer en interaction avec notre nez, notre bouche, etc. Et dès qu'on déguste d'abord avec les yeux, la première information qu'on met dans le cerveau, c'est une information que le cerveau va utiliser pour prédire le goût qui va arriver bientôt. Et dans ce travail de prédiction, le cerveau essaie de mobiliser son expérience, ce qu'il a déjà vécu dans le passé. Ma prédiction ne correspond pas à la réalité. Je vais avoir un sentiment de confusion, voire de déception. Et cette déception, elle se traduit tout de suite, immédiatement, en forme d'émotions négatives. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une cohérence entre ce que je prédis et à quoi je m'attends et la réalité. Et dans cette prédiction-là, la cohérence entre l'information, par exemple, visuelle et l'information gustative ou olfactive paraît importante. Si j'ai un yaourt qui est rouge, par exemple, mais que dedans, je vais avoir un arôme d'orange, je vais être un peu troublé, je vais me demander qu'est-ce qui se passe, je suis pas sûr de moi. Et dans cette confusion, je vais avoir envie de rejeter un produit que je n'arrive pas bien à interpréter. Donc, cette notion de cohérence, je pense qu'elle est importante. Elle peut être testée justement en analyse sensorielle où Alice pourra en parler mieux que moi. On va peut-être parfois faire goûter un produit étape par étape, sens par sens. D'abord, je t'offre d'abord la bouteille, je te demande qu'est-ce que tu en penses. Puis après, je te fais goûter à l'aveugle, qu'est-ce que tu en penses. Et puis après, tout ensemble, et qu'est-ce que tu en penses. Et ça permet de voir justement et de tester ces niveaux de cohérence et aussi de voir si le message que j'offre, que ce soit dans le packaging, dans les couleurs que j'utilise, dans les mots que je vais utiliser, vont bien être en phase avec l'arôme, par exemple, que j'ai mis dans mon shampoing ou dans mon yaourt. Oui, les mentions. On va revenir aussi sur ces questions de récompense pour les industries. Qu'est-ce que ça apporte à ces marques-là? De la reconnaissance, de la notoriété, plus de ventes? Est-ce que vous avez bien sûr un recul là-dessus? Moi, j'ai envie de dire un peu tout ça. Évidemment, c'est un booster de business et de notoriété parce que votre produit, s'il est lauréat, se retrouve sous les feux des projecteurs. Il faut encore une fois, il faut bien prendre conscience que c'est une véritable épreuve pour le produit. Il est confronté à un jury de consommateurs extrêmement concentré sur le produit. Plus rien d'autre n'existe que le produit à ce moment-là. Et on connaît la place du consommateur quand on lui demande de critiquer, de donner un avis sur un produit. Donc c'est pas facile d'aller se confronter au jugement des consommateurs. Et puis c'est une reconnaissance évidemment aussi du travail réalisé par les équipes, parce que développer un projet, ça prend des mois, voire des fois des années, et d'un seul coup de voir que le produit est extrêmement bien perçu, c'est une vraie récompense, une vraie reconnaissance. Et puis évidemment, après, une fois qu'on a passé l'étape de l'interne, il y a la première barrière, c'est celle du référencement. Il faut aller convaincre les distributeurs de mettre le produit en rayon ou sur une plateforme de vente. Puis après, l'acte final, c'est le booster en rayon. Si 3 produits sont devant vous, il y en a un qui clignote parce que le produit a été déjà goûté
par des consommateurs en conditions les conditions les plus neutres possibles, eh ben c'est aussi, en règle générale, c'est celui-là que les consommateurs vont choisir. Donc effectivement, c'est extrêmement intéressant pour les marques d'obtenir une récompense, comme une certification ou un label. Hein. À partir du moment où derrière il y a un vrai cahier des charges, une vraie méthodologie, les consommateurs peuvent faire confiance. Aussi. Pardon. Je rebondis avec vous, Willy, avec une nouvelle question de Thilo Nung Nguyen de Roche sur les démarches justement pour obtenir ce label. Est-ce qu'il y a des démarches justement à entreprendre pour ces marques-là? Non, c'est simplement une inscription qui se fait chez nous en fait, et voilà. Et après, nous on va gérer toute la logistique entre la marque, le laboratoire, entre autres Aqualea, et qui du coup va aussi mandater les consommateurs, parce que évidemment un test c'est derrière il y a toute une logistique, hein. Il faut aller, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut déterminer un protocole de test, quel que soit le secteur d'activité, hein. Il faut déterminer un protocole de test, il faut ensuite déterminer une cible, hein. On va pas prendre n'importe qui, donc que ce soit sur équilibrer l'âge, équilibrer les CSP, équilibrer comment dirais-je, on va viser les habitudes de consommation. Enfin voilà, il y a remettre encore une fois, mais on l'a dit tout à l'heure, remettre le produit dans un contexte pour que le test soit le plus pertinent possible. Alice Leblanc, combien de tests avez-vous réalisé chez Aqualea en 2023? Alors, on réalise plus de 4000 tests chaque année. On a un large panel de consommateurs, on a des demandes assez variées. Donc, on réalise beaucoup de tests chaque année dans nos locaux et au domicile de nos testeurs. Je suis désolé, je vais certainement peut-être vous couper, Alice. Je n'ai plus de retour dans le téléphone pour tout vous dire, malheureusement. Je vais revenir sur vous, Willy Mention. Pourquoi faites-vous ces tests dans un laboratoire comme Aqualea et pas en interne? On sait qu'il y a des industries, il y a des marques qui font ça en interne. Pourquoi un laboratoire? Parce que c'est un gage de crédibilité. Je peux pas être juge et partie, et je peux pas laisser la moindre faille pour la moindre suspicion. Donc, moi, j'ai toujours estimé que chacun son job. Moi, je suis quelqu'un je fédère, et ensuite je prends les meilleurs partenaires pour faire en sorte d'apporter la meilleure solution. Et il nous faut une objectivité maximale. Sinon, encore une fois, ça peut être contestable. Il faut savoir que nous sommes également contrôlés, quoi. Donc, quand la répression des fraudes vient chez moi, j'ai simplement à sortir les factures du laboratoire et de montrer que le produit a bien été testé par un laboratoire indépendant, neutre, et voilà. Et c'est pas une petite bidouille, une petite salade en interne fait chez Monadia. Ça permet. On pose des questions aussi sur le coût. Allez-y. Oui, pardon. Non, je dis ça permet en fait encore une fois de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat autour de la crédibilité en fait. On nous pose des questions aussi sur le coût de ces labellisations, hein, concernant Willy Mention. Le coût aussi peut-être de ces tests avec vous, Alice Leblanc. Est-ce qu'il y a des fourchettes de prix pour ces tests? Ça dépend de quoi? Alors, je dirais qu'un test d'analyse sensorielle, ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Ça varie selon beaucoup de facteurs. Principalement, on va avoir le panel de consommateurs interrogés. Combien de consommateurs? Si on en veut 60 ou 6000. Leurs caractéristiques aussi, selon qu'elles sont bien ou moins bien représentées dans la population. Si on veut interroger un panel représentatif de la population générale avec des hommes, des femmes adultes, ou si on est sur une cible extrêmement précise face à un produit de niche, par exemple. Ça dépend évidemment du nombre de produits testés aussi, du nombre de questions qu'on pose aux testeurs. On s'adapte vraiment en fonction des demandes clients. On fait des offres sur mesure après avoir discuté avec le client de son besoin et de ce qui y répondrait. Gabriel Lépousé, je parlais tout à l'heure de cet enjeu pour les marques. Là, on a parlé aussi que ça représentait évidemment un budget pour ces marques-là. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que ça devient un enjeu de plus en plus important et que ça rentre un peu de plus en plus dans la norme, justement? En tout cas, peut-être que c'est une approche qui est de plus en plus intégrée avec l'approche du marketing.
moi, de mon point de vue, et encore une fois, moi, je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'intéresse à nos sens et comment ils fonctionnent. Donc, je regarde ça avec un regard très éloigné, mais je me rends compte que aujourd'hui, le marketing a beaucoup d'impact et que parfois, la création d'un produit passe d'abord par le design du concept marketing, peut-être du flacon, peut-être du nom, peut-être de l'égérie qui va porter ce flacon. Et une fois qu'on a établi ça, on va ensuite essayer de construire le produit en phase, en cohérence avec le design marketing. Et donc là, on a absolument besoin de ce type d'analyse sensorielle parce on veut dessiner un objet sensoriel à partir d'une idée, d'un concept. Et si on vend un concept, si on veut que le concept soit cohérent, on a besoin absolument de ces études-là. On a besoin de ces études-là et c'est aussi comme ça qu'on voit travailler, par exemple, certaines maisons de parfums qui vont avoir une idée sur un parfum, proposer une idée et après, on va demander à un nez particulier de concevoir le parfum en fonction du concept que je veux vendre et auquel je veux adhérer. Donc ça vous montre qu'à un moment, il faut, dans cette démarche-là, où on commence par imaginer le produit avant même de l'avoir conçu, forcément, l'analyse sensorielle va être décisive dans la cohérence du produit, dans son design, et puis dans, finalement, tous les petits détails qu'on doit mettre en phase avec le message global. Alice Leblanc, on en parlait tout à l'heure déjà avec Willy Mention, vous êtes contrôlé, audité sur votre manière de travailler. Il y a des accréditations, des normes qu'on appelle AFNOR. Ça sert à quoi toutes ces accréditations, toutes ces normes? Alors oui, en effet, il existe des normes qui régissent notre activité, qui permettent d'attester que les laboratoires qui sont accrédités respectent bien ces normes dans leur pratique, mettre en œuvre ce qu'il faut pour faire les analyses les plus rigoureuses possibles en s'affranchissant d'un maximum de biais. Donc, le fait d'être accrédité, c'est avant tout un gage de qualité pour les clients, pour que les clients sachent qu'ils travaillent avec des laboratoires qui pratiquent selon les règles en vigueur. C'est un gage de qualité pour vous aussi, je suppose, Willy, on en parlait tout à l'heure. Hein. Évidemment, quand on a des récompenses comme ça faites par des laboratoires qui ont ces normes-là, ça accrédite de quelque chose. Oui, puis évidemment, déjà ça rassure. C'est encore une fois un gage de qualité. Ça fixe un cadre de travail. Ça rassure également sur les méthodes utilisées et même sur les normes de l'analyse sensorielle, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Faut quand même se dire qu'à un moment, la profession, dans sa diversité, s'est mobilisée autour de la table pour définir des règles strictes et des règles applicables. Et au final, ça rassure tout le monde et ça permet de faire du bon boulot. Donc, laboratoire indépendant plus normes égale crédibilité, en fait, tout simplement. Encore une fois, l'objectif, c'est toujours aller chercher des points de confiance. C'est vraiment important vis-à-vis du consommateur. Gabriel Lépousé, on va arriver sur la fin de cette discussion. Je vous rappelle, je vois qu'il y a une question en attente. On la posera bien sûr juste après la fin de cette discussion. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions sur l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. En guise de conclusion, pour vous, Gabriel Lépousé, sur quoi travaillez-vous désormais? Alors, nous, on essaie de s'intéresser un peu à l'ensemble des sens qui sont mobilisés quand on interagit avec le monde. On a parlé des sens les plus courants qu'on connaît, la vue, l'audition, le toucher, le goût, l'odorat. En fait, dans le cas des produits alimentaires, quand on consomme un produit, le produit, une fois qu'on l'a avalé, en fait, son chemin continue dans le ventre. Et on découvre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de capteurs sensoriels qui existent dans toute la cavité gastro-intestinale, que le produit continue à être dégusté une fois qu'il est dans le ventre. Et que même si on n'a pas une information consciente de ce qui se passe, vous n'êtes pas capable de me dire si dans le 5e virage intestinal, vous avez tel ou tel aliment. Par contre, votre cerveau, lui, il est au courant. Il est au courant de cette information-là et il y a même un nerf spécifique qui fait la communication entre le cerveau et l'intestin. Et cette information sensorielle non consciente, elle va être retraduite dans le cerveau sous forme d'état émotionnel, d'état interne, d'appétit ou de satiété, de confort, de vigilance, d'attention. Et quelque part, on a devant nous peut-être un 6e, un 7e sens, peu importe le nombre, qui est là pour nous dire que il y a peut-être une autre sensorialité encore à découvrir qui participe aussi à l'état de satisfaction du produit une fois qu'on l'a consommé, avec peut-être des temps qui sont un peu plus longs. Il faut attendre 15-30 minutes avant que le cerveau décide si oui ou non c'est bon, ou bien est-ce que je vais en prendre, est-ce que je vais en reprendre, ou est-ce que je vais m'arrêter ici. Et tous ces concepts sont importants, en particulier dans l'industrie agroalimentaire, de prendre en compte que quand quelqu'un veut apprécier un produit,
il l'apprécie parce qu'il est peut-être bon pour ses sens, dans sa bouche par exemple, mais il veut aussi peut-être qu'il soit bon pour son corps. Et peut-être maintenant aussi, on voit des clients qui veulent que l'aliment soit bon aussi pour l'environnement. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs échelles maintenant de satisfaction qui sont pas juste uniquement sensorielles, qui vont s'ouvrir à d'autres dimensions du corps, de l'endroit autour de lequel on est, des gens avec qui j'interagis. Et je pense que dans le futur, on va voir vraiment l'analyse sensorielle comme un domaine qui va s'ouvrir à d'autres dimensions, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les données qu'on a à notre disposition nous montrent que réduire un produit juste à une dimension sensorielle simple, c'est trop limitant. Et l'intelligence artificielle, par exemple, va être un outil qui va être déterminant dans le futur pour nous aider, nous assister justement à creuser un petit peu dans notre sensorialité, à voir pourquoi on a telle ou telle réaction, même si on n'est pas capable de la verbaliser. Parfois, on va avoir un acte d'achat ou un acte de confiance ou un acte de rejet. Et ça, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres sens qui sont mobilisés, qui sont pas ceux classiques qu'on utilise, et des sens qui sont plus internes, par exemple, comme le sens de l'interoception. Donc, l'interoception, c'est le nom qu'on utilise pour parler de ces sens qui sont à l'intérieur de notre corps et qui nous permettent de faire émerger dans le cerveau des émotions, par exemple, ou des états internes. Ah non, c'est prometteur tout ça. Voilà, tout à fait. Vous souhaitez développer la question aussi du goût responsable. Est-ce qu'on peut en dire un mot avec peut-être quels critères pour les entreprises pour obtenir, je crois, des points bonus notamment dans Oui, les différentes notations? En fait, jusqu'à maintenant, notre volonté, c'était de guider les consommateurs vers des produits, vers de bons produits, des produits efficaces. Et c'est vrai que depuis maintenant 2 ou 3 ans, on travaille autour du développement durable. Et notre objectif, c'est vraiment aujourd'hui de guider les citoyens pour qu'ils adaptent plus facilement et avec plaisir une consommation plus responsable, plus durable, afin de préserver les futures générations. Donc, à côté du volet analyse sensorielle qui reste notre base, notre ADN, nous rajouterons des points bonus à travers ce qu'on a appelé chez nous un score d'impact. Alors, par exemple, sur l'alimentation, on va y ajouter la qualité nutritionnelle, le niveau de transformation, le taux de recyclabilité, les labels et certifications obtenus, les engagements liés à la durabilité en prenant appui sur les ODD des Nations Unies. Et bientôt, on va aussi intégrer le logo Origine Info. Et on fait pareil avec la cosméto, où, par exemple, on analyse la formule. Et tout ça permet de cumuler un certain nombre de points et qui sont ajoutés au socle de l'analyse sensorielle. Donc, un bon produit, un produit efficace, mais pas à n'importe quel prix, j'ai envie de dire. En fait, il faut pas. Maintenant, on a quand même une responsabilité par rapport aux futures générations. On se doit de préserver leur environnement, la planète, etc. Donc, consommons de façon intelligente. Même mot de conclusion pour cette discussion. On passera aux questions juste après avec vous, Alice Leblanc, sur l'avenir de cette analyse sensorielle et ce développement en parallèle de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va y avoir un rôle? Est-ce que l'IA va jouer un rôle justement dans ce développement-là, selon vous? Oui, tout à fait. L'analyse sensorielle s'intéresse aux nouvelles technologies. Il y avait déjà depuis plusieurs années les tests avec la réalité virtuelle. L'intelligence artificielle amène de nouvelles possibilités. Déjà actuellement dans l'exploitation des données, l'exploitation des interviews consommateurs. Et puis Gabriel en parlait, pour améliorer l'efficacité, la précision, notamment pour tout ce qui n'est pas conscientisé, tout ce qui n'est pas verbalisé par les consommateurs. Donc, indéniablement, ça va être l'avenir de l'analyse sensorielle. Oui. Merci infiniment à tous les trois déjà pour cette discussion. On va terminer bien sûr avec les questions de nos participantes et participants à ce webinaire. En commençant par une question de Marie. Elle va être pour vous, Alice, cette question. Pour le test hédonique, est-ce qu'un nombre de consommateurs inférieur à 60 permet d'avoir un test accrédité COFRAC? On revient sur ce panel et son importance. Alors, ça va pas être possible que le test soit accrédité COFRAC avec moins de 60 personnes parce que c'est une exigence de la norme, justement pour avoir un minimum de réponses pour que le test soit fiable. Néanmoins, en s'adressant à un laboratoire qui, lui, est accrédité par le COFRAC, ça permettra d'avoir le meilleur conseil possible pour avoir un test le plus rigoureux possible avec moins de 60 consommateurs. Une question d'Anne Gaël pour vous, Willy. Quel est l'avantage de faire des tests en laboratoire plutôt qu'en interne entre collègues? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, on l'a un peu dit. C'est en fait la neutralité. Est-ce que les collègues qui travaillent autour du produit en question, qui l'ont peut-être développé ou autre, est-ce qu'ils vont avoir une impartialité totale? Je sais pas. Encore une fois, va peut-être jouer des émotions ou autre. Le fait de le confier à un laboratoire, la neutralité, mais elle est totale. C'est-à-dire que je ne connais pas. Moi, je vais donner à Qualéa une cible.
pour recruter le panel de consommateurs. Mais après, c'est tout. Après, c'est le laboratoire qui fait le job. Donc, il y a vraiment une barrière très étanche entre nous et les consommateurs qui vont venir tester le produit. Parce qu'en interne, on peut peut-être deviner, on dit, ah oui, mais on a développé ça, oui, je m'en rappelle. Enfin voilà. Donc là, il n'y a aucun doute possible. Si on veut vraiment une neutralité totale, ça passe obligatoirement par le laboratoire. Après, je ne remets pas du tout en doute ce qui est fait en interne, hein, mais c'est encore une fois, c'est un cran de plus, quoi, en fait. Voilà. Question pour vous, Alice. On va revenir un peu sur le focus group dont on a parlé tout à l'heure, avec plusieurs questions sur ce thème-là, notamment celle de Myriam. À quel moment de la vie de mon produit faut-il me faire un focus group par rapport à des tests quantitatifs? Alors, on évoquait le fait que le focus group va être plus intéressant en phase de conception du produit pour aller chercher les attentes, la réaction vraiment spontanée face à un nouveau produit. Les tests hédoniques, les tests quantitatifs interviendront plutôt en fin de conception sur de la validation. Il faut en faire un seul, ça suffit, ou il faut en faire plusieurs pour que ce soit efficace? Alors, ça dépend de la largeur de la problématique qu'on veut souhaiter et ça dépend de si on veut pouvoir interroger différents groupes de consommateurs. On peut, par exemple, je vais prendre un exemple sur on peut très bien faire un focus group en séparant les hommes, les femmes, en séparant les familles avec enfants, les familles sans enfants, où on peut vouloir mixer les différents profils dans un focus group en fonction de la problématique testée. On va orienter le client soit vers une mixité de profils, à condition qu'on pense qu'ils puissent interagir bien ensemble pendant la réunion de consommateurs, ou sur plusieurs focus groups. On peut aussi faire différents focus groups à différents moments de la conception. On peut vraiment avoir des allers-retours entre la conception d'un produit, un focus group pour creuser, ça poursuit le développement du produit, on refait un deuxième focus group, et puis des itérations comme ça dans les phases de conception et les différents types de tests, que ce soit focus group ou tests quantitatifs. Je rebondis également sur la question de Valentin qui concerne toujours les focus group. Pour quelle typologie de clients en tout cas, la réalisation justement d'un focus group peut être utile, Alice? Alors, le focus group, je dirais qu'il peut s'adresser à beaucoup de types de clients. Tout ce qui est service marketing, tout ce qui est service de recherche et développement, qui sont dans la conception d'un produit de grande consommation. Donc, on est vraiment sur des problématiques très larges en fonction des problématiques clients. Dès qu'un client, au sens large du terme, qui veut développer un nouveau produit ou réorienter un produit au sens large du terme, un produit qui peut être aussi un service, des questions par rapport à une image de marque. Dès qu'il y a des questions qui sont pas des questions fermées du pourquoi et du comment, alors les tests qualitatifs peuvent répondre à ces problématiques. Aqualéa fait-il des tests également sur tout ce qui est pet food, l'alimentation pour nos animaux de compagnie, pardon? Oui, tout à fait. Dans la large gamme des produits de grande consommation, nous réalisons des tests sur de l'alimentation enfant-adulte, sur de l'alimentation animale, tout à fait. Donc là, évidemment, ce ne sont pas les chiens, les chats qui répondent au questionnaire, mais il y a des questions sur l'observation du comportement de l'animal. Et c'est le maître qui évalue l'aspect du produit et qui évalue le comportement de son animal face au produit testé. C'est ce qu'on fait nous, on confie des tests pour les trophées des animaux de compagnie, on confie des tests à Aqualéa et dans les critères, effectivement, c'est le maître qui répond évidemment, mais il y a la digestibilité quand même qui est un critère directement lié à l'animal. On prend conscience évidemment de son avis, même s'il ne peut pas nous le dire avec des mots, évidemment. Une question, une nouvelle fois, de Myriam sur les tests des produits cosmétiques en test à domicile. Est-ce que c'est possible ou ce sont seulement des produits alimentaires qui se font à domicile? Ah non, bien sûr, on peut tester les produits cosmétiques à domicile, ça s'applique particulièrement bien. On évoquait plutôt dans la discussion le contexte d'utilisation d'un produit. Typiquement, le produit cosmétique, on va pas avoir un contexte favorable dans nos locaux. On va les tester à domicile. Il y a une routine à respecter pour les produits cosmétiques pour pouvoir recueillir vraiment l'avis du consommateur dans ses habitudes d'utilisation. Encore une fois, les tests à domicile, la difficulté, c'est que ça se passe dans l'intimité de la salle de bain. Donc, évidemment, au sein d'un laboratoire, c'est quand même assez compliqué. Et c'est souvent aussi des tests sur la durée. Donc, évidemment, un shampoing
basique, ça va être 15 jours, mais un produit anti-rides, ça peut être 6 à 8 semaines. Un complément alimentaire, ça peut être jusqu'à 3 à 4 mois. Donc, en fait, on ne peut pas demander aux consommateurs de venir tous les jours en laboratoire et de venir prendre la douche dans le labo. Enfin, c'est pas possible. Donc, effectivement, la maison, à partir du moment où c'est extrêmement bien encadré, y a aucun souci et ça marche très, très bien. Merci infiniment à vous trois, Willy Mention, Alice Leblanc et Gabriel Lépousé, d'avoir participé à ce webinaire. Tester un produit, c'est d'abord une affaire de sens, webinaire organisé par API Communication pour Aqualéa. Merci également à vous tous d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir posé également vos questions à la fin justement de celui-ci. Encore désolé évidemment pour ces problèmes techniques de début de webinaire. On espère que vous avez pu bien écouter et entendre les différents échanges et informations données par nos intervenants. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.